Bienvenue à tous sur ce webinaire avec Araïco, partenaire de la FIM, sur les coûts cachés de la maintenance. C'est un grand sujet qui souvent est mal maîtrisé. Or, c'est un sujet qui permet d'investir, de faire des choix sur des nouvelles façons de manager, nouvelles technologies. Donc, je suis le président délégué régional de la FIM Rhône-Alpes et président de Capmint. Donc, voilà, Didier Chapuis. Et puis, avec moi, Fabrice Lauré. Je te laisse te présenter, Fabrice. Merci Didier, bonjour à tous à nouveau. Donc Fabrice Lauré, moi je suis responsable du business développement et des partenariats de chez Araïco. Je suis aussi ingénieur maintenance, une vingtaine d'années et effectivement une vingtaine d'années d'expérience dans les industries et les services. Et on va vous partager tout ça bientôt. Ok, et donc partenaire de la FIM depuis 2-3 ans? C'est ça, exactement, depuis 3 ans. Et on essaye, comme aujourd'hui, de partager à toute l'organisation nos retours d'expérience de nos clients ou de toutes nos discussions quand on va sur des salons, des rencontres ou des projets. Ok, super. Allez, donc moi je suis président donc, de la FIM, Association française des ingénieurs de maintenance et responsables de maintenance. C'est une association loi 1901 qui date de 1933. Donc, je salue tous ceux qui sont passés avant moi en région et qui gèrent l'association au niveau national. Et Capmint, je suis fondateur et consultant Capmint, cabinet de conseil en maintenance. On aide les entreprises à définir des stratégies de maintenance, à choisir les bons logiciels de maintenance, les bons plans de maintenance, à gérer autrement leur stock et la sécurité, on va le voir. La maintenance, c'est un métier dangereux. Donc, la FIM est représentée sur une vingtaine, 22 régions. Ça représente la maintenance 450 000 emplois avec 12 000 cadres. On a des vrais besoins en maintenance, de compétences, de gens motivés et de jeunes pour venir vers ces métiers de la technique. Et la FIM représente à peu près 5 000 followers sur LinkedIn et sur autres sites, et puis 8 000 contacts en francophonie. La FIM, donc, son rôle, c'est de partager, d'échanger, d'informer, ce qu'on est en train de faire ici avec Araïco, dans le cadre de réunions, de webinaires au sein de salons comme celui qui démarre là du 30 mars au 2 avril sur Paris Villepinte, Global Industrie, des milliers d'entreprises qui viennent de partout sur la planète et d'Europe en particulier, bien sûr, présenter les nouveaux savoir-faire de l'industrie. Une revue partenaire de la FIM Production Maintenance dans laquelle vous allez trouver des tas d'informations qui vous permettent de rester en veille technologique, réglementaire, managériale. Vous avez des événements de ville 23 très importants. Il y a l'Euro Maintenance en juin, du 23 au 25 juin. Vous avez la BEMAS qui, le 9 juin, c'est la journée mondiale de la maintenance. Vous avez aussi aujourd'hui les résultats de cette enquête exclusive lancée par l'Araïco, la FIM et la BEMAS. BEMAS qui est l'association belge de la maintenance, très réputée, très dynamique. Et donc cette enquête a porté en francophonie sur les coûts cachés de la maintenance, les identifier puis les quantifier. C'est ce que nous allons voir dans le cadre de ce webinaire. Le rôle de la maintenance, au-delà de ces réunions, c'est de participer à améliorer la santé et la sécurité au travail, sachant que la maintenance, on est peu nombreux, c'est à peu près 6% de la population au travail, mais c'est le métier le plus dangereux qui soit. Quand il y a un accident ou d'une maladie professionnelle, c'est le métier qui est 10 fois plus mortel que les autres métiers. Et quand il y a un accident, en général, il est 3 fois plus grave que les autres. Donc, on a un rôle important en matière de prévention. Ensuite, en termes de formation, puisque c'est un métier qui doit rester ouvert aux nouvelles technologies et permettre aux nouvelles compétences d'arriver sur le marché pour garder nos industries performantes. Le rôle de la FIM aussi, c'est de représenter la profession à tous les niveaux, national et international. Voilà, et puis le dernier point, je l'ai raté. Bref, c'est les joies de la présentation en direct. Bref, la FIM, c'est
une visibilité. Sur LinkedIn, vous retrouvez des publications que vous faites, qu'on republie. Donc, c'est de partager ce que font vos équipes au travail, les week-ends, parce que là, maintenant, on travaille les week-ends pendant que les gens sont en vacances. Donc, c'est bien de promouvoir un peu les équipes. Et puis, les savoir-faire, les nouvelles technologies, comme celle, par exemple, d'Araïco, dont on va parler aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de nous suivre sur LinkedIn et puis de nous suivre aussi sur le site Internet et de nous rejoindre en allant sur le menu AFIM, nous rejoindre, et vous choisissez le type d'adhésion qui correspond à l'envergure de votre entreprise et ce que vous souhaitez faire avec cette AFIM, sur lequel il y a une chaîne vidéo où vous retrouverez le replay de ce webinaire, des publications techniques toutes les semaines quasiment, une newsletter, et donc d'adhérer à l'AFIM, c'est supporter l'action qu'on mène depuis 1933. Voilà. On va donc maintenant reprendre le sujet de ce webinaire, les coûts cachés de la maintenance, avec Fabrice qui va nous présenter les résultats de ce livre blanc et de comment y accéder à ce livre blanc. Fabrice, je te laisse nous partager les résultats de cette enquête. Merci Didier, merci d'avoir chauffé la salle. Et effectivement, l'idée maintenant, c'est qu'on puisse vous partager ces informations. Alors voilà, normalement, ça devrait s'afficher. Je le vois en tous les cas sur mon écran. Toi aussi, Didier? Ouais, c'est bon, c'est partagé. Donc, j'ai commencé par me présenter. Donc, je vais commencer enfin. Fabrice, est-ce que tu peux peut-être le mettre en plus grand écran? Ah, dis donc. Voilà. Sinon, c'est bon, on le voit. Hein. Oui, alors, attends, on va réduire cette fenêtre pour tout le monde. Alors, juste pendant que tu fais cette mise au point technique, j'aimerais saluer aussi quelqu'un qui est en arrière-plan, Déborah Joncourt, qui gère le chat. Donc, à travers le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Déborah est là pour mesurer un petit peu les réponses que vous pourriez faire aux questions qu'elle va peut-être apporter à certains moments et répondre à vos questions. Soumettre les questions à Fabrice ou à moi pour qu'on puisse y répondre durant ce webinaire. Eh bien, écoute, Fabrice, c'est bien. Je te laisse. Vas-y. Techniquement, voilà. Ça a l'air de marcher. D'accord, très bien. Merci. Effectivement, Déborah va nous aider à mettre un peu de dynamique sur la partie sondage, puisqu'il va y avoir sur une trentaine de minutes 3 temps forts sur cet instant. Le premier, ça va être effectivement de vous partager les résultats de cette enquête. Le deuxième, ça va être de vous donner la main pour vous aussi pouvoir donner votre avis, votre positionnement. C'est toujours intéressant de voir où on se situe, même si on est toujours dans l'amélioration continue. Et le troisième, c'est qu'on va vous partager des démonstrations en live de ces outils qui, effectivement, chez Araïco, sont déployés sur nos projets, chez nos clients. Donc, ça fait la bonne introduction avec les équipes. Donc, Araïco, on existe depuis un peu plus de 6 ans. On a accompagné, vous voyez, un peu plus d'une centaine de projets et on est une trentaine de personnes. Donc, en bref, en 3 mots, je dirais, nous sommes des professionnels issus de l'industrie, donc on comprend vos problématiques et pour vous, c'est au quotidien plus facile quand vous exprimez vos besoins et nous, on voit tout de suite ce que ces outils modernes peuvent vous apporter. On est IA de confiance, donc ça, c'est la base. On fait de l'intelligence artificielle sécurisée, aussi bien sur vos données que sur l'ensemble de ce que vous allez pouvoir échanger. Et on vous propose des solutions qui sont effectivement pré-industrialisées, donc elles sont opérationnelles, elles sont paramétrables à votre situation. D'accord ? Et on est engagé effectivement dans plusieurs secteurs. Donc vous voyez, on a essayé de mettre un échantillon représentatif. Je citerai le transport avec le ferroviaire, l'aéronautique. Voilà, il y en a plusieurs, il y en a pas mal. Et en tous les cas, on essaye de mapper l'ensemble du territoire. Donc, on va rentrer dans le cœur du sujet, la maintenance. Donc, pourquoi effectivement le sujet des coûts cachés de la maintenance ? Donc, vous voyez, il y a 4 raisons. Je pense que vous retrouvez dans votre contexte métier. C'est délicat aujourd'hui de recruter. On exige toujours de la maintenance plus de détails, de traçabilité.
Les équipements sont de plus en plus sophistiqués, que ce soit au niveau programmation ou compacité. Donc pour toute la partie maintenabilité, bien souvent, c'est un vrai défi pour vos équipes. Et puis, voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire émerger des choses qui gênent vos équipes au quotidien. L'enjeu, vous allez le voir, et on le partagera même dans la phase de questions-réponses, c'est comment essayer vraiment de réduire les temps programmés d'arrêt. Donc, c'est tout l'intérêt de la maintenance, et vous allez voir, on va avancer avec ce défi. Donc, on attaque la première partie des résultats. Donc, en termes de contexte et méthodologie, donc, en 2025, on a proposé effectivement à la BEMAS et à la FIM de réaliser une enquête avec un échantillon représentatif sur une quarantaine à date de personnes, quelle que soit leur position autour de la maintenance, que ce soit au niveau hiérarchique, taille d'équipe ou secteur d'activité, hein, et avec différentes thématiques. Donc aujourd'hui, en termes de profil majoritaire, vous voyez sur la partie basse, on a majoritairement des responsables d'équipe de maintenance, plutôt typologie PME, ETI, et sur des industries lourdes. Donc là où effectivement il y a des enjeux de disponibilité qui sont majeurs. Donc la question centrale, hein, c'est effectivement combien coûte réellement tout ce que vos équipes font, mais en dehors de la maintenance. Donc la réponse en synthèse, c'est que 25% de leur temps est consacré à faire des rapports, de la saisie, donc en clair, hein, de l'administratif. 25%, je vous laisse faire le calcul, on le verra un peu plus loin, mais c'est au-delà d'un ETP pour des équipes d'une dizaine de personnes. Ils vont passer à peu près une trentaine de minutes par intervention à chercher la bonne information. Quand on sait la pression qu'ils ont sur l'objectif de résultat, en termes de réduction de temps d'arrêt, 30 minutes, c'est quand même long. Et le dernier point, c'est non mesuré mais ignoré, c'est la multisaisie ou les réunions où effectivement ils vont, je dirais, ricocher sur tout un tas d'événements qui vont pas forcément leur apporter grand-chose au quotidien par rapport à ces deux premières problématiques. Donc voilà. Donc, premier pavé, le gouffre administratif. Ce qu'on a pu observer dans les réponses, c'est que plus de 80%, donc là on retrouve notre ami Pareto, hein, qui est important dans la maintenance, mais plus de 80% vont passer plus de 4 heures, hein, largement. Hein. Et la moyenne, elle est plutôt entre 6 à 10 heures. Donc on retrouve ce 25% du temps. Et vous voyez, en termes de calcul, hein, pour une dizaine de techniciens, ben on est plutôt entre 1,5 à 2,5 ETP non productifs. Donc, comme on l'a dit en intro, on a du mal à recruter en maintenance, trouver les bons profils ou même voir carrément trouver des profils qui veulent faire ce job. Hein. Mais quand on pose ce constat-là, on se dit ben, finalement, si on agit sur ce premier levier, on va peut-être récupérer un ETP sur, à minima un ETP sur une quantité de 10, de manière à ce que le travail soit plus fluide et que les résultats que l'on attend de vos équipes soient plus impactants. Fabrice, je rebondis là-dessus, sur le fait aussi que, du coup, ça peut être, vos technologies permettent aussi de motiver ces gens parce que saisir, ça prend du temps, mais c'est rébarbatif et ça peut faire fuir l'emploi. Et aujourd'hui, on a un vrai sujet qui est de conserver les salariés avec justement des technologies qui vont leur faciliter le travail, non seulement faire gagner du temps, mais rendre le travail aussi plus intéressant. Et vos technologies permettent justement de rendre le métier plus passionnant dans la mission de rendre compte d'une situation. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, quand je vais vous faire la démo de notre premier outil de générateur de rapports terrain, pour tous ceux qui ont fait de la maintenance, hein, moi je l'ai fait quand j'avais 17 ans pendant plusieurs années, bien, remplir un rapport de maintenance, il faut que je le fasse, j'ai pas envie, mince, j'ai oublié de le faire, il faut que je parte sur une autre intervention, donc tout est OK, RAS, allez hop, c'est vite fait.
Sauf que en fait, quand les équipes vont devoir retrouver une info, de se dire qu'est-ce qu'il a fait exactement, il est en vacances, je vais peut-être pas l'appeler, je vais retrouver sur le banc d'intervention des informations qui sont pas intéressantes. Ouais. Donc, c'est un cercle non vertueux. Et effectivement, le fait de pouvoir donner, mais on le verra tout à l'heure, des outils qui leur donnent un certain confort pour faire cette tâche administrative, eh bien, on se dit, voilà, je vais quand même passer un peu de temps et je donne plus d'informations. Tout à fait. Et oui, c'est ça. D'un point de vue qualitatif, en plus, on y gagne. C'est-à-dire que l'information transmise, c'est quand même autre chose que du RAS, justement. D'où l'intérêt Ouais, c'est clair. Tu nous montres ça Tout à tout à fait. l'heure. Excuse-moi, je t'ai coupé. Exactement. Non, il n'y a pas de souci. Et donc, je vous tends la main à votre tour, effectivement, de pouvoir réaliser, répondre à ce sondage. Donc, dans vos équipes, combien consacrent-elles de temps chaque semaine sur des tâches non productives? Donc là, vous devez avoir en bas à droite, dans la partie sondage, la possibilité de répondre et de sélectionner la lettre entre A et G. Ok. Allez, écoute, on va continuer, mais c'est éloquent. Ça correspond à ce que tu nous disais quand même. Hein. On est bien dans les à minima 4 heures de saisie hebdomadaire. Quoi. Ouais. Donc, voilà, on a fait le calcul tout à l'heure. Vous savez que vous avez un premier levier, hein, et on va vous montrer, comme le disait Didier, quelque chose qui peut vous aider dans ce sens. Ensuite, donc, on est toujours sur la partie administrative, mais là, effectivement, comme le disait Didier, on cible la notion de rapport d'intervention. Là, c'est pareil. Une fois que la personne se met derrière son écran de la GMAO en atelier ou autre, concrètement, combien de temps ça prend? Aujourd'hui, on est arrivé à des réponses qui sont proches des 45 minutes. Hein. Donc là, ça veut dire que effectivement, il y a beaucoup plus que tout est OK, RAS, avec peut-être des interventions de type préventif, où on a contrôlé des choses, il faut qu'on donne des résultats, il faut qu'on donne des observations, de manière à ce que au prochain intervalle, la prochaine visite, elle soit peut-être ajustée avec des pièces en plus, parce qu'une fois qu'on a démonté, on a vu qu'il y avait quelque chose à côté à considérer, et du coup, c'est toujours intéressant de l'ajouter dans ce fameux rapport. Donc là, c'est intéressant parce que ça prouve que finalement, quand les techniciens vraiment prennent le temps, ils ont plein d'informations à donner. Hein, parce que 30-40 minutes, c'est quand même un pavé. Hein. Et donc là, pareil, on se retrouve avec un potentiel de 1 voire 2 ETP hein, pour à peu près la même taille d'équipe. Donc, je vous laisse réfléchir sur ce potentiel-là. Et de la même manière, je vous propose de remplir, du coup, là, on a été 25 enfin, moi, je n'ai pas répondu, mais il y a eu 25 personnes qui ont répondu à la première, donc vous pouvez désormais répondre à la deuxième. Ok. Donc là, c'est juste en moyenne une intervention, combien de temps on passe à rédiger le rapport. Exactement. Ouais. Et effectivement, il faut bien penser à la moyenne entre je suis allé faire un dépannage d'un réglage, changement de capteur ou quelque chose de très très rapide, ou alors vraiment une panne assez complexe ou une intervention de type préventif. En fait, aujourd'hui, on est dans des industries de plus en plus complexes avec des chaînes qui s'enchaînent, des équipements qui s'enchaînent les uns les autres et où une panne peut générer des problèmes en amont, en aval, et où ça nécessite une réflexion avant de pouvoir établir un diagnostic. Et puis, on fait des choses de plus en plus complexes, même en maintenance, justement. On ne fait pas que remplacer une courroie, on va faire des choses qui ont un enjeu. Puis la maintenance a un rôle aussi en termes d'exploitation et en termes d'arrêt de l'installation. Ça prend du temps de les arrêter puisqu'elles sont complexes, de mettre la machine en sécurité ou l'installation en sécurité, puis après de la redémarrer. Et comme c'est complexe, parfois en maintenance, la maintenance contribue à remettre l'installation sur une phase qualitative de production. C'est pas forcément l'agent de production qui remet la machine en cadence. Donc les opérateurs de maintenance ont un rôle sur la qualité de la production et des quantités produites. Donc,
Ok, 57%, au moins un quart d'heure, quoi. Ouais, c'est intéressant, hein. Ouais. Plus de la moitié, un tiers, enfin 2 tiers pratiquement. Ouais, ouais, ouais. Ça m'étonne pas, hein. De toute façon, c'est des choses qu'on retrouve à chaque discussion sur un projet ou un client, quel que soit le secteur, hein. Ok. Allez, ben on continue. 23 votes. Merci à tout le monde de répondre à brûle pour point comme ça. C'est sympa. Maintenant, on va aborder le sujet de l'information. On est en préparation d'une intervention, ça peut être du préventif ou autre, en tous les cas, elle est prévue, et puis on va forcément se préparer. Ou alors, on est vraiment sur une panne, une situation d'urgence où il faut, avec la pression de la réparation, trouver la bonne info, en clair, par quoi on commence. Et du coup, là, on a pris le temps de poser la question aux répondants de est-ce qu'il était délicat de trouver l'information? C'est-à-dire, un, où est-ce que je vais la trouver? De manière à quand même passer pas trop de temps, parce qu'on finit par savoir à peu près où on range les choses. Donc, le temps qu'on passe à trouver l'information. Et finalement, une fois qu'on l'a trouvée, est-ce qu'elle était vraiment pertinente? Et donc là, on a eu deux types de réponses, donc, qui est en dessous de la moyenne, hein, vous le voyez, hein. Donc, concrètement, si je fais l'inverse, 64% des cas disaient non, mais l'info, elle était vraiment pas accessible dans le temps imparti pour lequel je devais faire ma mission. Et plus de 50%, 58% des cas, c'était une information qui était inexacte, voire obsolète. Donc là, ça laisse à réfléchir parce que effectivement, on essaye tous en maintenance, quand on reçoit une nouvelle machine, de bien ranger les classeurs du matériel dans la bonne armoire, voilà, avec des bons repères. Mais quelquefois, au bout de 4, 5 ans, les choses évoluent et puis s'entassent, et puis on bouge, et puis on réorganise. Et quelquefois, pour retrouver les choses, alors on essaye toujours d'appliquer des outils visuels. Mais quand on est dans le rush, bah, c'est pas si simple que ça. Et là, nos équipes de maintenance le partagent en disant c'est vraiment la galère pour trouver l'info et des fois, elle n'est pas vraiment pertinente. Alors, il y a ça aussi, effectivement, la notion de pertinence. Donc, il y a un problème structurel, organisationnel, qui fait qu'on ne sait pas où aller chercher l'info. Ça, c'est vrai. Mais il y a surtout, et ce que permettent vos outils, c'est de capter C'est l'information. ça. Et souvent, le problème, c'est que l'info, on l'a, mais on n'a pas le temps de la redescendre dans les schémas, dans les plans, parce qu'on vient de rajouter un bypass sur une tuyauterie, un jeu de vanne, machin, et le plan n'est pas mis à jour. Donc, Voilà. le problème, il est là. De même qu'on a dépanné, ça fait plusieurs fois qu'on tombe sur une panne et on a une solution en mode AMDEG, effet cause remède, mais on ne prend pas le temps de rédiger ça dans la GMO qui permet de le faire, mais il faut le saisir manuellement, alors qu'avec de l'IA, si on pouvait le dire verbalement en 30 secondes, parce que là, on a le temps de dire les choses dans le temps qui nous est imparti. Par contre, avec ce temps, on n'a pas le temps de le rédiger. Et où les outils qu'on a ne sont pas en mobilité, donc ne sont pas sur le lieu de l'intervention, donc on le fait le soir, après la journée de travail, et puis du coup, on ne sait plus très bien quel est l'effet cause-remède, et puis on risque de se gourer d'informations. Donc la captation de l'information et de la mise à jour en flux tendu au quotidien pour que C'est la ça. prochaine fois qu'on ait besoin de cette info, eh ben, elle soit disponible et surtout qu'elle soit fiable, qu'elle soit juste. C'est un vrai gros sujet où l'apport de l'IA est important. C'est pas tant l'IA qui va aller ranger l'information au bon endroit, c'est surtout qu'elle va être un petit peu plus fiable et puis qu'elle va exister alors qu'autrement, elle n'existe pas parce qu'on ne prend pas le temps, on n'a pas le temps d'aller renseigner ces modifications qu'on apporte sur les machines, un nouveau câblage, on a mis un arrêt d'urgence électronique, machin, un pils ou je ne sais quoi, et puis ça apparaît pas dans le schéma et ça conditionne le fonctionnement et le dépannage qui va prendre beaucoup plus de temps parce qu'on ne voit pas que le relais ou le contact qui a été rajouté fait qu'on ne comprend pas pourquoi il y a une panne alors qu'elle a une raison d'être. Mais sans le schéma Tout à à jour, on ne fait. peut pas trouver la panne. Exactement. Et ça, on le verra tout à l'heure, hein. Merci pour ce partage terrain, Didier. Effectivement, nos outils permettent de vraiment travailler ce sujet-là, hein. Donc, on a vu la capacité à perdre du temps, on va dire, et là, on vous partage aussi
cette partie recherche d'informations. Donc 70% perdent 20 minutes ou plus, hein. Et on l'a vu dans le sondage qu'on a partagé, c'est vraiment représentatif par rapport au groupe de ce matin. Ensuite, donc on se retrouve sur... Ah oui, donc c'est retrouver la bonne info avant une intervention. Donc là, ça peut être intéressant aussi que vous nous partagiez votre retour d'expérience. Est-ce que vous êtes plutôt inférieur à 10 minutes ou supérieur à 20 ou 30 minutes qu'on a pu le voir dans quelques cas? Donc là, comme je disais, ça va être partir avec le bon schéma sur lequel il y a bien eu la jonction du bypass sur le réseau ou le changement d'un contact. Voilà. Et puis, ça peut être aussi des procédures de mise en sécurité avant intervention. Et puis, ça peut être, on est sur une panne un peu complexe et ce serait bien de savoir ce que l'intervenant précédent ou les précédentes interventions, même si elles datent justement d'il y a 3 ou 4 mois, retrouver l'info de comment les gens avaient résolu le problème pour ne pas réinventer ce qui a déjà été testé par d'autres et pertinent et éprouvé par d'autres. Exactement. Je vois qu'en parallèle, il y a quelques questions qui sont posées dans le chat. N'hésitez pas, hein. C'est Déborah est là aussi pour vous aider. Je vois s'il y a des situations délicates. OK pour ça. Je vois le temps qui avance et il faut que j'arrive à capter un petit peu de temps pour les démos. Désormais, on va parler de la partie historique de la maintenance. Le constat qu'on a eu, c'est qu'il était éparpillé ou perdu. C'est-à-dire déjà le lieu de stockage. Donc effectivement, c'est plutôt dans la GMAO, mais ça peut être aussi sur des fichiers locaux, hein, ou des documents papier. Bon, voilà, tout le monde n'a pas forcément une maintenance. Donc à peu près 40% nous l'ont dit, c'est une vraie problématique de retrouver cette information. Et donc là, il y a une vraie question de, une fois que j'ai l'info, où je la mets de manière à ce qu'elle soit facilement accessible. Donc, par rapport à ça, on vous proposera, et ça dans le replay, vous n'hésiterez pas à vous alimenter là-dessus, mais effectivement, 3 irritants au quotidien. Et si vous agissez sur ces leviers, hein, ben forcément, vous allez améliorer cette problématique. Je ne vais pas y passer trop de temps parce que je vois que le temps passe. La démonstration des outils, je pense, sera très éloquente. Oui, tout à fait, exactement. Et donc, on vous tend la main à nouveau. Que pensez-vous de votre GMAO? Donc là, vous avez plus rapidement 4 possibilités. Premièrement, j'en ai pas. Deuxièmement, j'ai des infos, mais elles sont complètes, mais j'ai du mal à les retrouver. Ou elles sont incomplètes, ou j'en suis pleinement satisfait. Donc là, ça devrait aller assez vite. Alors, moi, je suis les industriels depuis quelques années maintenant et je suis vraiment étonné de voir le nombre d'industriels de pointe qui n'ont pas de GMAO et qui travaillent en phase papier et qui n'ont même pas le temps de collectionner, de coller les données dans un fichier Excel parce qu'ils n'ont pas de secrétaire et voilà. Donc, c'est impressionnant. Ou alors des GMAO d'une autre époque et qui ont vraiment besoin d'évoluer. Et parfois des GMAO simplement où les gens ne gèrent que le correctif, par exemple, et ils ne gèrent pas le préventif. Donc, du coup, c'est bien dommage. Et GMAO égale CMMS, qui est la définition du logiciel de GMAO à l'international. En France, on parle de GMAO, mais à l'international, on parle de CMMS. Mais c'est un vrai sujet, hein. Est-ce qu'on implémente une GMAO? Bien souvent, quand on regarde ceux qui en ont, ils se disent bon, ça nous a aidé, mais c'est pas non plus une révolution. On y consacre aussi du temps, donc c'est un vrai investissement. Et donc on s'éloigne quelquefois un peu de notre cœur de métier. Mais et puis il y a des infos, mais aller les rechercher, voilà, c'est compliqué. C'est pas toujours avec une simplicité à utiliser, parce que sur la partie utilisation, que ce soit sur le parcours ou sur les interfaces, c'est quand même pas très, très évolué. Bon, voilà, donc il y en a certains qui disent clairement on fait différemment. Donc, de toute façon, ça structure. Une GMAO, CMMS structure la façon de travailler
Par contre, par expérience, on gagne facilement plus de 40% de marge brute, enfin de marge avant impôt, hein, 43%. Quand même. Je ne peux pas citer malheureusement d'exemple ici en public, mais et c'est des chiffres qui m'ont été donnés dans des milieux aéronautiques. Enfin voilà, quand on utilise correctement une GMAO, Voilà. ça fait gagner du temps, de l'énergie, ça permet de partager l'info et d'être beaucoup plus productif et d'améliorer les conditions de travail. C'est extraordinaire. Donc la numérisation de la fonction maintenance, c'est vraiment un sujet pour faire performer l'industrie parce que la maintenance, ce n'est pas un centre de coût. La maintenance, c'est un centre de profit. Ça fait gagner de l'argent. Ça veut dire quand on investit, le ROI en général est de l'ordre de 118%. C'est-à-dire que vous investissez 1 euro et vous gagnez 1,20 €. Donc, c'est simple à mesurer en plus. C'est triste, c'est très très simple à mesurer, mais c'est très peu connu. Et pourtant, ça fait gagner du temps, de l'argent et du plaisir à travailler. J'espère que tous ceux qui n'ont pas fait le choix de la GMAO entendent ces chiffres qui sont parlants. Oui. Là aussi, ça tient d'une enquête qui a de quelques années que la FIM m'avait montré. Et puis moi, je l'ai vécu professionnellement à différentes époques sur des sujets très pointus dans le milieu industriel et tertiaire. Donc voilà, la preuve, malheureusement, on communique peu là-dessus. Très clair. Ensuite, on va passer au sujet suivant, qui sont donc les enjeux de la maintenance. Donc là, pas de surprise. Réduire les pannes, capitaliser le savoir et orienter un maximum nos actions vers du prévisionnel. Exactement ce qu'on disait au début, hein, comment mieux gérer les temps d'arrêt prévus. Donc, c'est intéressant parce que on n'a pas envie de subir, donc on veut réduire les pannes, mais on sait que si on travaille sur tout ce qui est planifié, l'effet de levier est assez fort. Donc là, au niveau de l'intelligence artificielle, on commence à arriver à notre sujet. On a vu, hein, en termes de signal fort, 50% du secteur qui, sur 12 mois, commence à accélérer sur les sujets de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est important. Et quand on sait à quel point aujourd'hui, tout le monde, sur on va dire le plan personnel, utilise le soir ou le week-end des chat GPT ou des copilotes. Alors c'est très bien pour des fonctions, je dirais, administratives, mais pour les métiers de la maintenance, ça ne fonctionne pas. Et c'est là où, effectivement, on va vous montrer nos outils. Donc, dernier sondage, me semble-t-il. Vous en êtes où avec l'IA? Donc là, 4 choix assez rapides. Donc, premièrement, vous êtes assez évolué, vous avez fait des POC. Deuxièmement, c'est dans la feuille de route 2026. Troisièmement, vous ne savez pas vraiment par où commencer. Bon, vous vous renseignez, et puis il y a une volonté peut-être au niveau de votre direction ou dans vos équipes. Et la quatrième, clairement, non, on n'ira pas. Donc, ça peut être intéressant que vous nous le partagiez parce que, comme je le disais, aujourd'hui, des solutions IA que j'ai citées ne peuvent pas vraiment aider les métiers terrain, les métiers de la maintenance, puisqu'elles ne sont pas prévues pour vous. L'IA, c'est important quand même de comprendre qu'aujourd'hui, on est déjà dedans et très engagé. Moi, j'ai fait partie d'une grande entreprise ces dernières années, avant de créer mon entreprise de conseil, qui a mis en œuvre 2 bus à Lyon qui étaient sans conducteur. Donc, tout était piloté par de l'IA et il y avait à bord du public qui montait dans ces bus. Donc, il y en a un au centre de Lyon et puis un sur une banlieue lyonnaise en milieu industriel. Et donc, c'est l'IA qui pilote tout ça. L'IA, on l'utilise aujourd'hui quand on est dans notre voiture et qu'on demande à l'IA de nous préparer notre trajet sur le GPS. L'IA, on vit avec au quotidien, quoi. Donc, en milieu industriel, il est urgent de se mettre à adopter cette technologie qui fait gagner du temps et qui rend la vie quand même de façon plus confortable et qui reste très sécure aujourd'hui. Ces voitures, ces bus circulaient au milieu de la circulation, ils n'étaient pas sur des rails.
Donc, on peut y aller. Il y a vraiment des solutions très pertinentes, dont celle que tu vas nous partager tout à l'heure. Mais tu as raison de le dire, il faut commencer par la sécurisation des données. Ça, c'est la base, effectivement. Donc, merci pour ce partage. Le temps passe, on essaye de le rendre aussi interactif, hein, cet échange. Donc, cette diapo, vous y aurez accès dans la phase 2 du replay. Mais en tous les cas, voilà un petit peu les coûts cachés et les leviers pour, je dirais, améliorer cette situation. C'était important que vous puissiez aussi voir où est-ce que vous vous situez par rapport à des moyennes que nous, pour l'instant, on a constatées. Donc, à partir de maintenant, on va effectivement axer, je dirais, ce webinaire sur 3 leviers qu'on a vus ensemble, puisque c'est en fait, je dirais, lié à vraiment notre impact, hein, ce que l'on sait qu'on peut vous apporter dans les métiers de la maintenance. Donc, on retrouve, je dirais, ce qu'on a pu vous partager. Donc, en fait, on a une suite logicielle avec 3 solutions. La première, c'est sur la gauche, de capitaliser donc, le savoir terrain. C'est exactement ce que disait tout à l'heure, hein. C'est les données tacites qui sont dans la tête des experts ou des gens qui vont peut-être bientôt partir à la retraite. Comment faire en sorte qu'ils aient envie de le partager et surtout qu'ils y consacrent pas trop de temps et que ce soit facile à comprendre pour n'importe qui arrive derrière. Le deuxième, c'est effectivement le générateur de rapports terrain, beaucoup. Donc là, c'est très simple. Je vais vous le montrer. Vous parlez et l'IA fait le reste, met la bonne information dans la bonne case. Et le troisième, c'est un multi-assistant, Bunchoo. Donc lui qui va vous permettre, depuis votre smartphone, où que vous soyez, hein, de trouver la bonne information pour vous aider, que vous soyez sur une situation d'urgence, avec une panne à résoudre au plus vite, ou une préparation d'une maintenance et d'une action préventive. Donc, sans plus attendre, je vais vous partager le premier qui sera le plus parlant. Voilà. Tac. Donc, en clair, Fabrice, pour faire simple, le technicien, l'intervenant, parle à son téléphone et l'IA l'accompagne pour structurer l'information qu'il donne de façon verbale pour que ça aille se renseigner correctement dans les bonnes cases de sa GMAO, de son ERP, de sa GPAO, de son MES. Et dans l'autre cas, ça l'aide à trouver les bonnes informations pour dépanner ou pour faire les travaux d'amélioration qu'il a à faire à partir d'un schéma, d'un plan à jour. Exactement. Et regardez ce que ça donne. Donc, à partir de là, donc, je clique sur le bouton et je deviens un technicien de maintenance. Alors, donc, aujourd'hui, donc, nous sommes le 27 mars. Donc, j'étais chez le client Airbus à Carcassonne. Donc, j'étais face à donc, un équipement qui est une presse hydraulique. Alors, la référence, où est la plaque signalétique? Attends voir. Ah, ok, elle est par là. Donc, la référence, c'est 03 26 AR, P et G. Le numéro de série, donc c'est V33 et l'indice de révision, c'est B2. Alors, voyons, où est-ce qu'ils m'ont mis les astérisques rouges? Date d'intervention, j'ai dû le dire, 27 mars. Donc, il est 10h30 et puis j'ai commencé à 8h, mais grosso modo, j'y ai passé 2 heures. Donc moi, je m'appelle Régis Mathieu. Donc je suis intervenu sur une intervention suite à une réclamation client. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette fameuse presse hydraulique? Eh bien, en fait, j'avais le magasin arrière qui ne descendait pas en position 2. Donc, je commençais par regarder le vérin hydraulique et effectivement, j'ai trouvé une fuite sur le joint de la tige de sortie de ce vérin. Donc, je l'ai changé. En amont, j'ai trouvé un clapet anti-retour qui était un petit peu faiblard. Et puis, je suis quand même remonté parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'on arrive à 2 produits comme ça, HS. Et en fait, au niveau du filtre du groupe du groupe hydraulique général, je me suis retrouvé avec le filtre qui était complètement endommagé.
Voilà, dans le groupe de sécurité, il y avait des copeaux en acier et qui avaient complètement tout endommagé. Donc voilà pourquoi ça nous a fait les problèmes qu'on a vus derrière. Donc, en clair, eh bien, j'ai changé donc, ce joint, j'ai changé le clapet, j'ai changé le filtre. Et puis, donc, derrière, ils ont accepté de redémarrer. Mais par contre, je suis d'avis qu'on accepte la garantie parce que ce sujet-là, on aurait dû le voir il y a un mois, hein. Donc, attention à bien le noter et à bien surveiller ce sujet-là dans notre prochaine visite. Voilà. Donc, vous avez vu, ça m'a pris à peu près 1 minute 30 à 2 minutes, hein. J'ai raconté un peu tout le contexte et tout un tas de détails sur l'intervention. Et à partir de maintenant, je rentre en lecture fine. Donc, j'ai le nom du client, le lieu, le type de machine, la référence, le numéro de série, l'indice de révision, la date, les horaires. OK, ça me va, mon nom. Là, c'est bon. Voilà, là, à partir de là, vous avez vu, on met des informations, je dirais, alphanumériques. Ici, on est venu cocher pour vous montrer un peu hein, ce que l'outil est capable de faire. Et à partir de là, on lui a demandé d'être un petit peu plus verbeux. Donc, le magasin arrière de la presse ne descendait pas en position 2, très bien. Magasin arrière en position bloqué en position 2, fuite du joint, clapet en tire-tour, filtre, OK, donc ça me va. Cause du problème, usure du joint, clapet en tire-tour faible, filtre OK, voilà, copeau d'acier, c'est ça que je voulais bien voir qu'il est capté. Et en termes d'action, donc là, on a été très droit au but. Vérification, remplacement du joint, remplacement du clapet, inspection du filtre, remplacement du filtre, observation et constatation de dommages, voilà, dû à des copeaux d'acier. Statut OK. Là, on lui a mis le pire cas, parce qu'on peut très bien imaginer que le RP, via la GMAO, a dit bah, tiens, à Régis Mathieu, on lui a confié toutes ses pièces, et du coup, le technicien va uniquement dire ce qu'il a consommé. Là, pire cas, on lui a rien mis, et c'est lui qui doit aller les capter. Donc, c'est pas mal. La garantie, on est bon. Les commentaires, voilà. Hein. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà. Et puis là, vous pouvez avoir, je dirais, des informations que vous n'avez pas forcément, si vous facturez votre intervention, je dirais, partagées sur votre facture. Mais en tout cas, on a finalisé. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a demandé effectivement d'ajouter des photos, hein, un peu comme dans la situation avant-après. Donc là, par exemple, je vais prendre celle d'un moteur endommagé, hein, je l'avais dans ma base, mais on peut très bien imaginer que le technicien, il a pris une photo sur son smartphone, hein, avant, pendant ou après l'intervention. Et puis donc là, je valide. Et là, voici votre rapport d'intervention. Demain, ce sera le nom de votre société, hein. On fera ça, je dirais, collé à ce que vous avez besoin. Et à partir de là, on retrouve toutes les informations qu'on a vues précédemment. Donc, on peut les reparcourir au besoin. Mais en tous les cas, on a fait ça en moins de 5 minutes. On peut faire signer notre client et si on est d'accord, eh ben, on envoie. Et donc ça part effectivement à la GMAO. Derrière, vous le ventilez comme vous voulez. Ça, c'était donc le premier outil. Le deuxième outil que je... Fabrice, juste pour dire, Oui. tu dis on a, entre le moment où tu cliques sur le micro et où le micro écoute tout ce que tu racontes dans ton langage à toi, et le moment où tu dis ok, c'est bon, j'ai raconté tout ce que j'avais à raconter, l'IA récupère toute cette information verbale et l'analyse en termes de sémantique, de sens, de logique, pour aller renseigner toutes les cases qu'on a vues. C'est l'IA qui a été renseignée toutes les cases qu'on a vues. En direct, ce qu'on peut voir, ça s'est fait en direct. L'IA a rempli toutes ces cases. Et après, avec un API, un connecteur informatique, ça peut aller renseigner une GMAO. C'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Et l'idée, c'est qu'un technicien, il est au plus près de sa situation d'intervention et il donne un maximum d'informations. Il décrit ce qu'il voit, il prend des photos et tout ça, je dirais uniquement en parlant. Donc pour lui, c'est des choses qui sont très faciles. Si on veut, on peut même reprendre, je dirais, le document et le modifier. Donc c'est des choses qui, pour nos clients, on le voit, hein, il y a une vraie souplesse d'utilisation.
les techniciens de maintenance se sentent considérés. Et du coup, dans leur métier au quotidien, ils se disent, bah, c'est bon, ils ont compris. Je ne suis pas une secrétaire. Et justement, pour remplir toutes les informations, j'ai cet outil. Et du coup, ils sont à l'aise et ils partagent vraiment ce qu'ils ont vu et ce qui fait le cœur de leur métier. Ils ont vu plein d'informations, des choses qui vont pouvoir demain éviter une autre panne. Et il Oui, y a tu parlais d'un ROI, il y a plusieurs ROI. Hein. Il y a la ouais, mais considération exactement. du technicien, le fait qu'on se dit, bah, mon employeur, voilà, on est en 2026 et on a des outils qui évoluent. euh, et derrière ça, eh bien, on partage l'information. Oui, c'est ça. La notion du partage de l'information. Moi, quand j'ai commencé par ma carrière il y a longtemps, on parlait du knowledge management et là, on y est vraiment arrivé. C'est vraiment passionnant. Ton outil, là, tu nous as montré un format d'outil. Est-ce qu'on peut se passer de ce format et que directement depuis une GMAO, votre modèle d'informatique puisse directement, sans passer par votre format de présentation des cases, machin, mais que ce soit directement un outil qui permette de rentrer le rapport au format de la GMAO? Tout à fait. Est-ce que Tout à vous fait. avez des C'est-à-dire, partenariats avec des éditeurs de GMAO pour justement ne pas passer par votre outil que vous venez de montrer, Chiro, ou je ne sais plus comment, excusez-moi, au mais, coup, au mais coup. ça aille directement dans la GMAO, au format de la GMAO en fait. Effectivement, on a plusieurs éditeurs de GMAO qui, lorsqu'ils ont vu cette démonstration, je veux dire, ils ont essayé, hein, ils essayent même encore, mais là concrètement, je suis allé droit au but, mais je peux très bien me mettre au milieu de 3-4 personnes bah, la semaine prochaine à Global Industries à Villepinte. Je ferai les démonstrations sur mon smartphone. J'ai 3 personnes autour de moi qui vont parler en même temps. Je vais avoir 75 dB de bruit, de pollution autour de moi. Et pourtant, l'IA ne va prendre que mes informations. Si toi, par exemple, tu vas me parler de pizza ou qu'une autre personne va parler de café ou autre, rien de tout ça va être dans ce que moi j'ai dit, puisqu'il s'est indexé sur ma voix, et il va prendre la bonne information et la mettre au bon endroit. Ouais, c'est Donc, passionnant. C'est-à-dire que ça fonctionne au milieu industriel avec Ah ben voilà. des pollutions sonores qui pourraient empêcher la qualité du message. Ça ne l'empêche pas. Et on a même là quelques projets en cours où nos clients nous amènent dans des situations où il n'y a pas de 5G, il n'y a pas de connectivité, il n'y a pas de Wi-Fi, voilà. Et là, donc, on sait faire. C'est-à-dire que sur un espace tampon, on va stocker tout ce que le technicien va pouvoir dire, et lorsqu'on va retrouver la connectivité, eh bien, tout ça va être ventilé, et en fait, ça ne sera pas perdu. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le technicien puisse répondre, ou du moins donner les informations en instantané, peut-être lorsqu'il est la tête dans la machine, ou Ouais, dans à un endroit chaud. où il y a pas il y a pas de connectivité, il n'y a pas de Ouais. réseau. Et après, il Voilà. suffit de cliquer sur un bouton synchronisation et les données vont aller Automatique. dans la GMAO, dans Ça, le MES, etc. Ouais. non, non, on s'adapte à l'utilisateur automatique, il n'a plus à y penser, c'est ventilé, et bien sûr, il rentre en lecture fine, et puis derrière, il valide et son travail est fait. Mais du coup, bah, il a fini son intervention, il est en train de marcher, il relit, et c'est terminé. Donc là, Ouais, il y et a un vrai gain de temps. il peut se concentrer sur le prochain problème et oublier, il a résolu, il a communiqué, il a rendu compte et il peut avoir la tête 100% à l'intervention suivante, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de charge mentale. Là, on allège la charge mentale du technicien terrain. Et comme en plus, on lui donne accès à un outil moderne, eh bien, on le fidélise et puis il va partager beaucoup plus d'infos. Et justement, sur ce sujet de partage d'informations, tu en parlais, le knowledge management, c'est exactement, je dirais, la raison d'être du deuxième outil que vous devez voir à l'écran, qui s'appelle Shiro. Je vois le temps qui passe, donc il faut que je fasse un choix. C'est que je vais pas forcément vous faire la démo, mais de toute façon, vous avez vu la capacité je dirais, capter la bonne information de ce que je vais dire et la mettre au bon endroit. Là, Shirou, c'est au même endroit pour les utilisateurs sur un smartphone, la possibilité de créer, je dirais, une nouvelle fiche. Donc, c'est ce qu'on va appeler une connaissance. Donc moi, j'ai été formé, ou alors ça fait 10 ans que je travaille sur une machine, je sais qu'il y a une problématique avec la partie sécurité qui va bien, réglage, comment je m'organise, eh bien, je vais créer une nouvelle fiche.
moi, Fabrice, je la partage. Didier, derrière, c'est le modérateur de votre base de données. Il va dire, OK, ce que Fabrice a mis, tiens, c'est pas mal, mais je vais un peu le modifier. Fabrice, ça lui a pris 3 minutes pour le faire. Et ça va aller dans votre base de données. Et derrière, eh bien, Julien, qui vient d'arriver, eh bien, ici dans le chatbot, va poser une question et va retrouver eh bien, la procédure que Fabrice a fait et que Didier a validée. De la même manière, sur le troisième bouton, parce que c'est pas compliqué, très simple, 3 boutons. Le troisième bouton, donc vous allez ajouter tous les PDF que vous voulez pour faire grossir votre base de connaissances. Donc ça, cet outil-là, c'est clairement une possibilité d'accélérer votre knowledge management, comme tu le disais, Didier, et surtout faciliter la vie de celui ou celle qui a envie de partager, parce que c'est vraiment l'aspect pertinent de cet outil, c'est qu'on démarre d'une feuille blanche, on raconte toutes ces expériences, et puis c'est l'outil en fait qui va organiser tout ça. Donc c'est très très important. Donc les voilà des documents PDF là qu'on va enrichir, le chatbot avec l'IA va aller chercher les informations. Si c'est la notice technique d'une commande numérique et puis qu'il apparaît une panne qu'on n'avait jamais vue sur l'afficheur de la commande numérique, on va demander au chatbot, dit c'est quoi l'origine de la panne avec ce type de message, et lui va aller chercher dans le PDF l'info. Exactement, exactement. Et ensuite, ce qui est important, parce que je vois que le temps tourne aussi, c'est que je voudrais vous partager donc le troisième outil qui est là un petit peu qui est vraiment là pour répondre en fait à votre besoin de trouver la bonne information. Donc lui, c'est un multi-assistant. Donc où que vous soyez, vous allez lui poser des questions et il va vous donner la bonne réponse. Donc on se retrouve avec un parcours utilisateur qui est assez proche de ce que vous pouvez faire avec ChatGPT, sauf que là, on est sur, rappelez-vous au début, le plus important, une intelligence artificielle qui est sécurisée, qui s'entraîne uniquement avec vos données, personne ne viendra capter vos données et aucune IA viendra converser avec votre IA. Tout ça est vraiment dédié, sécurisé. Et donc là, je vous propose 3 scénarios, vu le temps qui tourne. Imaginons que le fameux Julien se pose une question par rapport à une problématique d'une machine sur laquelle il n'a pas forcément eu le temps de se former. Donc, Julien pose une question et il essaye de mettre un petit peu de contexte. Et effectivement, le système va lui donner la réponse de manière structurée. Donc là, vous retrouvez un petit peu ce que vous connaissez à titre perso, sauf que là, c'est une IA sécurisée, et qui est vraiment dédié à votre métier de la maintenance. Donc, on retrouve la réponse de manière structurée, claire et précise, et surtout les sources qui vous permettent de finalement être serein par rapport à cette réponse. Et là, on s'aperçoit qu'on vient taper dans un document de 160 pages et on vous pointe quelques pages pertinentes avec des schémas, des images, des annotations pour que vous puissiez aller plus loin. Donc là, vous me direz, OK, donc je suis en train d'exploiter finalement votre base de données, on en parlait, vos classeurs, vos manuels de machine, sauf que là, le technicien, il l'a dans son smartphone, dans sa poche, où qu'il soit. D'accord ? Et vraiment avec une intelligence artificielle sécurisée et qui vous est dédiée. On prend un deuxième cas de figure. Vous avez par exemple le responsable de maintenance qui est interrogé par la production et qui se dit « mais qu'est-ce qui s'est fait sur cette intervention précisément ? C'était ce matin, on est l'équipe d'après-midi, on n'a pas eu d'informations et c'est capital. » Donc là, on prend le scénario, vous connaissez le numéro de ticket de cette intervention, parce que vous êtes allé peut-être dans l'agenda de votre équipe et hop, vous le trouvez, mais vous pouvez taper sur plein d'autres données d'entrée. Et donc là, vous vous retrouvez avec une intervention de type curatif, avec la date, avec le lieu, et surtout les initiales du technicien, donc vous dites « OK, c'est bon », et toutes les pièces qui ont été changées. Et donc là, on s'aperçoit en fait que cet assistant que vous avez dans la poche, eh bien, vient exploiter, pareil, une information, peut-être un rapport d'intervention qui a été fait avec votre GMAO, on imagine avec Oku, où le technicien, il a parlé, il a passé même pas 5 minutes et son rapport a été édité. Et donc, ce deuxième outil
eh bien, vous permet de retrouver ces informations. Et là, vous avez toutes les infos, les détails, les actions, les résultats, et puis les pièces qui ont effectivement été changées. On va un petit Fabrice, peu plus loin. Oui. les éléments surlignés, c'est l'IA qui a surligné ce qui était Non, important au PDF? non, non, c'est un document comme ça. Ok. C'était aussi une bonne possibilité de voir qu'il n'est pas perturbé par des D'accord. événements surlignés. Mais vous allez voir, il est beaucoup plus puissant que ça. Imaginons maintenant que je suis un technicien, j'arrive devant la machine à réparer et j'ouvre l'armoire électrique et il n'y a pas de plan électrique. À qui ce n'est pas arrivé? D'accord? Et je vois deux contacteurs qui claquent de manière alternative et je n'ai pas envie de démonter tous les carters. Je me dis, mais où est-ce qu'il faut que j'aille? À quoi ça correspond? Et donc, je vois KM1, KM2 et lui il me dit, bah, c'est le moteur M2 et le moteur M3. Donc là, pareil, vous vous retrouvez avec une exploitation d'un document et on s'aperçoit qu'il lit des plans. Et ça, c'est intéressant parce que pour plusieurs clients, on a fait, je dirais, des mises en situation. Il n'a pas tapé à côté. Hein. KM1, M2, KM2, M3. Il n'est pas allé chercher l'autre à côté. Et donc ça, c'est vrai pour des schémas électriques, des schémas pneumatiques, hydrauliques, des plans mécaniques 2D ou 3D. Donc, je vous laisse imaginer l'usage. On est effectivement toujours sur un PDF. Et le dernier test que je voudrais vous partager, ça va vous montrer un petit peu la puissance de cet outil. Donc là, on prend un exemple d'une situation où on a fait des tests de viscosité et on demande la date et les références. Donc, on a effectivement notre réponse. Et là, ce qui nous intéresse de voir, c'est que on voit effectivement qu'on vient taper qu'on vient exploiter des informations de texte qui ont été ajoutées sur une image. Donc, on n'est plus du tout sur un PDF, .doc ou un tableau, même déstructuré. Hein. Tout ça, c'est facile pour l'outil. Et puis, on s'aperçoit quand même que, on dirait, tiens, c'est quand même noté. Donc, rien de nouveau par rapport à ce qu'on a vu. Sauf que, vous allez voir, on va beaucoup plus loin que ça. Je vous propose la question suivante. Voilà. Donc là, il y a deux sous-entendus. Hein. Le premier, c'est de comprendre ce qu'est le flacon, et le deuxième, c'est objectivement de voir ce que moi j'appelle opaque. D'accord? On est bien d'accord que là, pour le coup, il n'y a rien de noté. Et donc là, effectivement, il a la bonne réponse, c'est-à-dire qu'il a détouré l'objet des flacons, et il s'est dit, tiens, là, il y a du translucide, là, c'est un petit peu troubleux, et ensuite, là, on est sur du laiteux, blanc laiteux, donc c'est ce que tu cherches. Voilà. Donc là, on est sur du multimodal, de l'exploitation d'images. Donc pour tous ceux qui s'appuient, je dirais, dans votre métier de la maintenance au quotidien avec des images, je vous laisse imaginer le potentiel. Là, Fabrice, Donc, ça voudrait dire que moi, j'ai fait un prélèvement dans une machine sur un réseau d'eau glycolée, je ne sais pas, et je lui demande de me qualifier la qualité donc de mon glycol que j'ai extrait, et lui il pourrait me dire bah, on est sur un V32B, par exemple, parce qu'il comparerait à ces éléments qui seraient des éléments de référence. C'est ça? Il saurait c'est faire ça. ça? Oui, tout à fait. Ouais, c'est puissant. Hein. Ah oui, oui, c'est très puissant. Et donc là, je vois le temps qui tourne quand même. Voici le récapitulatif. Ah, ça s'affiche mieux, ça aussi. Voici le récapitulatif de notre suite logicielle. Certains nous ont dit ça va révolutionner la GMAO. Bon, je vous avoue qu'au point de départ, ce n'est pas forcément ce qu'on avait anticipé, mais effectivement, les trois réunis, eh bien, ça vous permet d'agir sur les leviers qu'on a vus tout à l'heure. Et nous, on est à votre disposition. Hein. Certains préfèrent commencer par le fait de remplir des formulaires à la voix en moins de 5 minutes, parce qu'il y a, je dirais, un impact sur la vie au quotidien du technicien, parce que c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas vraiment. Et surtout, vous remontez des informations de qualité. Donc ça, pour votre préventif et même votre GMAO, c'est un gain immédiat. Et ensuite, il passe sur Chiro, qui permet de capitaliser le savoir terrain.
D'autres se disent, moi j'ai une pyramide des âges qui est très compliquée et j'anticipe tout de suite sur le fait de capitaliser les données tacites de nos experts ou des gens qui vont bientôt partir à la retraite. Et donc, je préfère commencer par Chiro. Voilà. Ce qui est important, c'est que vous puissiez démarrer par ce qui est le plus important pour vous, qui est un impact direct sur la vie de vos techniciens. Parce qu'en fait, après, ça crée un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'ils voient que vous leur mettez des outils performants et modernes à leur disposition. Et vous allez voir, ils vont partager de plus en plus de choses. Parce que un technicien de maintenance qui galère face à une machine et qui se dit, bon attends, on m'a donné un nouvel outil, je vais quand même lui poser une question, et qui trouve quelque chose qu'il n'avait pas, il se dit, ouais, ok, j'ai compris, ça vaut peut-être le coup que j'alimente aussi bien mes rapports d'intervention que la capitalisation de la connaissance, parce que lorsque je suis en galère, eh ben, je ne passe pas 30 minutes à appeler quelqu'un qui est peut-être en vacances, en repos, je l'ai là sur mon smartphone immédiatement devant la machine, devant la situation où j'en ai besoin. Donc Oui, voilà. c'est très pertinent parce que d'être réveillé à 3 heures du matin parce que le collègue en poste n'arrive pas à faire ce qu'on n'a pas ou qu'on a partiellement fait la veille ou la semaine précédente, c'est désagréable. Et que ce partage soit efficace, là, c'est vraiment très intéressant. Exactement. Donc Ok. voilà, on s'est adapté effectivement à cet échange avec un temps imparti. Je pense que maintenant on arrive à la partie questions-réponses. N'hésitez pas hein, si vous avez, je dirais, des choses à nous partager ou des choses sur lesquelles on est peut-être allé un petit peu vite. Voilà, J'ai n'hésitez pas. remonté des questions, Fabrice, dans la partie. Allez. Alors, première question qui concernait Oku. Est-ce que tu peux citer les exemples d'éditeurs de GMAO qui tentent d'intégrer la solution? Alors, Alors aujourd'hui, on ne peut pas. J'aimerais bien, hein, mais voilà, on n'est pas encore à la phase. Exactement. En tous les cas, je peux vous dire que ce sont des gens qui sont dans le top 3 de la GMAO, ça c'est sûr. Maintenant, c'est des gens qui le prennent par le petit bout, c'est-à-dire qui se disent, tiens, au coup, c'est une fonctionnalité de je dicte sur mon smartphone et je remplis, donc ça, ils le veulent tout de suite. Et puis d'autres, ils se disent, tiens, il y a d'autres petites fonctionnalités que je voudrais intégrer, donc ils y vont petit à petit, mais en tous les cas, ils voient la pertinence, parce que là, ce que je vous montre, c'est quelque chose qu'on maîtrise depuis plus de 6 mois. Hein. Voilà, on prend du temps à robustifier avant de vraiment le partager. Mais bon, voilà, pour répondre à la question, je ne peux pas aujourd'hui vous dire qui, mais ça arrive bientôt. Il y avait une autre question pour Oku de Daniel qui demandait le problème du transfert d'informations reste celui du nombre de cellules du rapport par rapport à celui de la GMAO. Ouais, effectivement. Mais ne vous limitez pas. Aujourd'hui, avec cet outil, le nombre de cellules, effectivement, il faut que vous puissiez vous dire, il faut que je mette, je suis obligé d'avoir, je sais pas moi, 30 cellules parce que dans ma GMAO, après je vais les reporter. Mais vraiment, quand vous mettez un outil de ce niveau-là à disposition des gens de terrain, en fait, ils ne vont pas le sentir. Et je prends votre question à l'envers, hein. C'est que bien souvent, quand on fait un formulaire, on sait qu'on embête un peu les équipes et du coup, on a tendance à pas trop leur demander des infos. Quand vous avez la chance d'avoir cet outil-là, ben, j'ai envie de dire, laissez l'outil répondre. Après, vous avez vu, il y a des champs obligatoires avec l'astérisque rouge. Bon, on est tous habitués à ça. Mais le scénario, les gens se l'approprient et petit à petit vont comprendre. Au bout enfin, nous on le voit dans l'accompagnement de nos clients, au bout de 4-5 rapports d'intervention, ça y est, ils savent grosso modo ce qu'il y a de bloquant pour vraiment valider. Et du coup, ils le donnent tout de suite au bout de la première minute et après, ils voient s'ils ne veulent pas ajouter des choses. Donc vraiment, ne vous limitez pas. Ok, on a maintenant une question de Clément qui demande pour Bunchou quel est le modèle d'IA qui est utilisé derrière? Excellente question. Ce que je peux vous dire, c'est que nos équipes de dompteurs d'IA, que ce soit donc des data scientists ou des développeurs qui font l'encapsulation, choisissent la meilleure du moment. Et c'est la raison pour laquelle nous, on vous propose des modèles
SaaS, donc Solution as a Service, où en fait, on va vous dire à l'instant T quelle sera la solution, mais on s'occupe de tout derrière. C'est-à-dire que si demain, il y a une IA européenne ou française qui est encore plus pertinente, eh bien, on vous en parlera et on l'intégrera, et pour vous, vous ne verrez même pas la différence. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qu'on vous partagera à l'instant T, et même sur l'accompagnement chaque année où on fera des mises à jour. Ensuite, on a une question de Daniel sur Bunchou qui dit, qui est globale, pardon, qui dit à titre d'information, quel est le coût de ces 3 solutions et celui du transfert sur une GMAO? Alors, le coût, il va être proportionnel au nombre de licences. Plus vous avez de licences, c'est cher. Grosso modo, on est entre 20 et 40 euros, je dirais, par licence utilisée. On a des clients de plus en plus gros, hein, donc on commence à arriver à des discussions où il y a ce qu'on appelle des licences entreprises. Donc, on imagine un cas de figure en 5-8 avec des équipes le week-end, voilà. Et donc, au final, on a, pour un cas de figure bientôt, 700 licences vraiment actives. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire. Et après, en termes de, je n'ai pas oublié, le transfert des infos, je dirais, on a des forfaits qu'on va vous proposer. Et ça, c'est des choses qu'on peut partager. Mais on va surtout essayer de vous aider aussi à trier la bonne info, parce que c'est pas parce que c'est du digital qu'il faut trop en mettre. Mais en tous les cas, voilà, on a des forfaits pour répondre à vos questions. Alors, j'interviens là-dessus, Fabrice, parce que par rapport à cette enquête des coûts cachés, je crois que c'est pas le coût que ça... Voilà, là maintenant, c'est pas un centre de coûts, c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça rapporte. Et donc, tous ces coûts cachés, quand on arrive à mesurer tous ces temps perdus où on aurait pu faire quelque chose de plus forte valeur ajoutée à nos techniciens, et quand on voit qu'on fait au minimum 20% de gains, ça vaut le coup de dépenser quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Moi, j'insiste, et ce n'est pas pour Haricot, hein, c'est pour tous les logiciels de GMAO, pour de l'IoT, pour quelle que soit la technologie, c'est de choisir en quantitatif et en qualitatif ce dont on a besoin, qui va apporter de la valeur ajoutée. Et quand cette valeur ajoutée, on la mesure par rapport à tous ces coûts cachés, mais le gain, mais il est pharaonique. Pour peu qu'on l'utilise correctement, hein. Ce n'est pas l'outil qui est important, c'est la façon de l'utiliser. Ça, c'est vraiment le plus important. Mais ça ne coûte rien du tout. Ça va rapporter beaucoup d'argent à l'entreprise. Et ça, en tant que responsable de la FIM, j'insiste beaucoup. Maintenant, c'est un centre de profit. Voilà. En tous les cas, on vous aidera, comme on le fait au quotidien, à anticiper avec vous le ROI pour le déploiement de quelconque solution. Même si on se projette sur les 3 et qu'on le fait par étage, vous avez vu hein, dans notre sondage, dès le départ, on essaye d'identifier le pourcentage, l'impact que ça peut avoir sur le fait de dégager comme ça l'équivalent d'un ETP. On a encore 3 questions. Ouais. On a Cédric qui demande si Oku est capable de se greffer sur une GMAO développée en interne et quelle est l'ampleur de l'investissement en durée notamment. Alors, développer en interne, bien, il va falloir voir. Quelque part, ça peut être une bonne nouvelle parce que toutes les questions arrivent sur tiens, est-ce que c'est compatible avec tel GMAO? La réponse, c'est simple. C'est à partir du moment où vous avez une GMAO qui est suffisamment ouverte avec des gens qui maîtrisent la notion de connectivité, hein, d'API, eh bien, nos équipes vont, je dirais, aider ce fournisseur à établir la connexion. Une API, c'est jamais simple. Hein. Je pense que tous ceux qui ont fait des projets API le savent. Maintenant, si les 2 équipes et vous, le bénéficiaire au centre, vous êtes motivés, ça se passera bien. Si en plus c'est vous qui avez développé en interne et que vous avez toujours ces compétences, ça va aller. En termes de temps, moi je dirais que le temps moyen qu'on a constaté là sur les derniers déploiements, on est sur une dizaine de jours effectifs à peu près. Voilà, j'essaie de donner une moyenne.
Ok, on a maintenant une question de Clément qui dit « Est-ce que vous abordez aussi la résolution de la panne via IA uniquement ?» Alors, je suis face à une panne, il y a un code erreur ou j'ai une problématique, et effectivement, je dicte, je dirais ce que je vois, ce que je décris, un peu comme aujourd'hui je le fais dans ChatGPT, sauf que là, j'ai une IA qui est sécurisée et qui m'est dédiée. Et effectivement, c'est elle qui va vous aider à vous guider en disant, bah tiens, par rapport à ce code erreur ou par rapport à ce type de panne, bah, regarde, je te partage les 3 derniers rapports de maintenance et tu vas voir en fait ce qu'ils ont changé, par quoi ils ont commencé. Et donc la voilà, je dirais la réponse, c'est que vous ne démarrez plus d'une feuille blanche. Vous avez instantanément dans votre main un assistant, multi-assistant même, qui va vous donner tout l'historique, que ce soit GMAO, un SharePoint, vos bases de données, et même du scan. Hein. Je ne l'ai pas abordé là parce qu'on a pris le temps sur autre chose, mais moi j'ai plein de clients qui me disent mais je suis en train de basculer dans la digitalisation, mais j'ai peut-être 10 000 pages qui ont été scannées, toutes jaunies, avec du papier millimétré, avec des cours, avec plein d'infos. Pas de problème. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il sait exploiter ça. Hein. Enfin, dernière question, a priori, de Daniel, qui demande ne confondez pas, ne confondez-vous pas gain pour les clients et coût pour les exploitants? Moi, je vois la nuance. Effectivement, en tous les cas, ce que je peux vous partager, c'est que les gains pour, je dirais, vos équipes, elles vont arriver de manière très rapide. On a des accompagnements au changement, hein, et c'est par là qu'on démarre, parce que, en fait, on revient sur l'humain. Aujourd'hui, il n'y a pas un métier, hein, on parle de la maintenance, mais même les autres métiers, qui se disent, tiens, voilà une solution IA, on va me remplacer. La réponse est non. On ne va pas vous remplacer. On va vous donner du temps pour faire des choses plus sympas, pour ce qui est vraiment au cœur de votre métier. Et laisser l'IA aller chercher une info, aller remplir un document, aller mettre en forme un rapport d'intervention. Voilà, mais l'accompagnement au changement, il est dans votre entreprise. Il faut partager vos équipes quand vous partez sur de l'IA, que vous switchez sur une entreprise apprenante et que vous allez les aider à progresser. C'est un peu comme un plan de formation. Et ceux qui ne le font pas, ça va être compliqué, hein, parce que ça va très très vite. On peut faire le parallèle, Fabrice, avec la médecine. Aujourd'hui, la médecine exploite l'IA de façon extraordinaire. C'est l'IA qui décide, selon les symptômes, dans les cas des cas complexes de maladies de pathologie, qui propose la solution, l'opération et la façon de réaliser l'opération. Et les chirurgiens n'ont pas le temps d'imaginer cette solution, que l'IA a déjà donné la solution. Sauf que c'est le chirurgien qui va opérer, ce n'est pas l'IA. Et tous les métiers qui sont structurés, et la maintenance, comme la médecine, est un métier structuré pour peu qu'on renseigne correctement les outils numériques, permettent de gagner à la fois pour l'utilisateur et pour l'exploitant. Donc, pour le chirurgien, c'est un gain de temps et de fiabilité de l'opération à conduire, mais pour le patient, au final, c'est un vrai gain parce qu'il va avoir la bonne opération, parce que l'IA va savoir analyser toutes les problématiques qu'il y a eu en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Australie, en France, en Angleterre, en Allemagne. Et parmi toutes les pathologies qu'on trace à travers ce que peut faire l'IA dans ce partage mondial, on va forcément trouver la meilleure des solutions. Et aucun humain ne peut faire ce que fait l'IA en quelques secondes. Et après, le chirurgien, lui, par contre, il va savoir opérer. Donc, c'est ça la maintenance, c'est que le technicien il va avoir les bonnes infos pour bien faire l'opération et la meilleure des opérations à réaliser, l'intervention. Et qui c'est qui est gagnant? La production, le client final qui va recevoir le produit dans les délais attendus, dans la qualité attendue, dans les quantités attendues, et après avec des gains d'économie d'énergie, parce que du coup, on va produire avec, ça coûte moins pour tout le monde et partout. Tout à fait. Et encore une fois, hein, on est en 2026. Il faut garder à l'esprit que l'IA vous
doit vous aider, mais c'est l'être humain, vraiment, l'expert métier qui prend la décision. Parce que l'IA va vous répondre par rapport à ce que vous allez lui donner comme information. Mais si vous lui donnez une information un peu biaisée ou pas complète, eh bien, la réponse sera aussi incomplète. Donc, c'est toujours important de se dire que c'est vraiment l'être humain qui valide, puisque c'est lui qui a l'expertise. Il valide et il en profite. Aujourd'hui, je le redis, hein, au quotidien, moi j'utilise le GPS, quand il y a un bouchon, il me propose un autre parcours. J'ai le choix d'aller vers le parcours qu'il me propose ou de rester dans les bouchons vers lesquels je me destine. En attendant, il prescrit. Donc aujourd'hui, on est passé d'une maintenance corrective à une maintenance préventive systématique, à une maintenance préventive conditionnelle. Avec l'IA générative, on est vers une maintenance prescriptive et où aujourd'hui, c'est l'IA qui décide. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des véhicules qui roulent au milieu des autres véhicules, au milieu des humains, mais c'est l'IA qui pilote le véhicule avec en plus du public à bord du bus, quoi. Donc on est vraiment dans une IA en capacité d'agir. Quand vous roulez avec votre pilote automatique, c'est l'IA qui décide à la vitesse où vous roulez. C'est vous qui avez choisi de rouler à 130, mais vous ne touchez plus votre accélérateur. Avant, on avait le pied sur l'accélérateur, maintenant on a le pied au sol et on n'a plus qu'à tenir le volant. C'est l'IA qui pilote le véhicule et qui anticipe les freinages quand vous arrivez un peu trop près d'un véhicule qui est devant vous. Ça me fait penser, Didier, à un partage d'un client là récemment qui nous disait vos solutions, c'est un petit peu comme la vitre électrique dans la voiture. Une fois qu'on l'a, on ne sait plus faire sans, hein, revenir à la manette. Parce qu'en en fait, voilà, c'est quand on a vu le gain de temps et ce que ça nous apportait devant la machine face à une situation de crise, eh ben on se dit, attends, ouais, ok, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, ben, je ne vais pas parler de marque, mais bon, on voit des voitures qui sont capables de se stationner toutes seules, avec des systèmes justement d'intelligence, de reconnaissance d'images, de forme, de distance, etc., que l'IA permet de reconnaître à travers les images vidéo. Ben, vous avez des véhicules qui roulent tout seuls, mais qui se garent tout seuls, qui font le créneau qui va bien, et où un humain risquerait d'accrocher soit sa voiture, enfin, et celle de devant ou de derrière, quoi, ou sur les côtés. Exactement, tout à fait. Bon, voilà. Donc voilà, on a un peu débordé sur le timing, mais en tout cas, merci pour cet échange, Didier, que j'ai trouvé très intéressant. Comme on vous l'a partagé, effectivement, la semaine prochaine, on sera sur Global Industry, hein, le fameux rendez-vous à Paris-Villepinte. Et donc, n'hésitez pas, je serai ravi de pouvoir affiner par rapport à votre cas d'usage et votre situation, ce que l'on sait faire. Ce sera avec plaisir. On a 3 façons aujourd'hui d'accompagner. La première, effectivement, c'est de faire des diagnostics. Donc, aujourd'hui, on est sur 2025 le partenaire de la BPI qui a réalisé le plus gros volume en France dans l'industrie de diagnostic data IA. Un diagnostic en un mot, hein, ça vous permet d'avoir une photo à un instant T de où mettre de l'IA pour gagner du temps, de l'impact par rapport à vos concurrents. C'est ni plus ni moins. La deuxième possibilité de vous accompagner, c'est software. Donc, c'est effectivement des solutions SaaS qui sont sur étagère, opérationnelles, sécurisées et paramétrables, avec des gens qui comprennent vos problématiques et qui peuvent très rapidement vous aider à identifier le ROI et accompagner l'humain dans son usage et être sûr qu'on arrive à bien déployer ce que vous aviez prévu au tout début du projet. Et la troisième équipe, c'est l'équipe sur mesure, où là, je dirais, vous avez une problématique, soit on l'a constaté en diagnostic, soit vous avez travaillé dessus à partir d'un cahier des charges. Et effectivement, on va vous aider à créer une solution vraiment dédiée à vous, qu'on va vous livrer. Hein. Après, vous êtes maître de ça. Hein. Voilà, donc ces 3 équipes viennent se compléter. Et en tous les cas, je serais ravi de pouvoir vous en dire plus. Bien entendu, que ce soit à Global ou lors d'un prochain webinaire. Nos clients sont là pour en témoigner. On aborde tout un tas de cas d'usage très différents, petites, moyennes, grosses entreprises. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de 700 licences glissantes. C'est demain, hein, ça arrive très vite. Voilà, en tous les cas, voici mes coordonnées.
Oui, Pardon. Est-ce que tu peux partager le lien pour télécharger le livre blanc avec l'étude complète? Et moi, je vais vous mettre dans le chat il est là. aussi le lien du sondage si vous voulez participer à notre enquête pour l'enrichir avec vos retours. Là, on vous a interrogé en live, mais on est toujours preneur de nouvelles, de nouveaux retours d'expérience. Vous avez juste ici dans le chat le lien de l'enquête si vous voulez participer. Ce sera avec plaisir. Et puis, j'en profite pour dire qu'on mettra ce lien effectivement accessible dans la rubrique publication de l'AFIM. Donc, il restera normalement en permanence disponible au téléchargement depuis le site de l'AFIM. Et idem pour le site Araïco. Voilà. Tout à fait. Bien, et ben merci Fabrice pour tous ces partages. Et pour ce partenariat, donc l'AFIM, je le rappelle, hein, c'est une association loi 1901. On n'est pas là pour gagner de l'argent, mais pour partager les bonnes pratiques des métiers de la maintenance. Et pour que l'AFIM puisse continuer d'exister, on a besoin de partenaires, mais on a aussi besoin d'adhérents. Donc pensez à nous rejoindre sur le site de l'AFIM. C'est important parce que tout ce qu'on vient de vivre ensemble, c'est grâce à des partenaires comme Araïco, mais grâce aussi aux adhérents qui nous suivent depuis 1933. Sur ce, on va vous laisser. Fabrice, je te laisse le mot de la fin et merci encore pour tous ces partages. C'était un plaisir. Merci pour vos questions. Elles montrent que vous posez les bonnes questions. En tous les cas, nous, on sera ravis de pouvoir comprendre vos problématiques et aider vos équipes de terrain parce que voilà, c'est important de leur apporter les nouvelles technologies vraiment sur le terrain. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci. Et merci à Déborah pour cet accompagnement en arrière-plan. À bientôt avec l'AFIM. Au revoir.